Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié à la qualité sanitaire des maïs. Les intervenants, vous les avez ici sur la carte. Donc, je vous l'ai dit, Martine qui nous a organisé le webinaire et qui a assuré les invitations et les aspects logistiques. Vous aurez aussi Béatrice Orlando qui est donc à Boigneville, spécialiste sur la thématique de la qualité, donc au service qualité et valorisation. Aude Carrera, qui est ingénieur régional dans le sud-ouest et également en charge de la charte maïs classe A. Sylvie Nicolier qui sera aux réponses chat. Donc Sylvie qui est ingénieur régional en Midi-Pyrénées et qui est aussi experte désherbage. Donc on verra qui pourra nous apporter des éléments vis-à-vis du Datura. Et puis Manuel Heredia, régional dans le sud-ouest à Montardon, donc qui est également en charge des dossiers méta, donc qui pourrait éventuellement vous compléter si vous avez des questions sur ces thématiques. Et puis moi-même, donc Thomas Joly, je suis régional et animateur de la filière maïs et basé à Pusignan, à côté de Lyon. Je vais introduire ce webinaire en faisant un point déjà sur les actualités réglementaires. En introduction des éléments réglementaires que je vais vous présenter, j'ai 2-3 petits visuels qui visent à bien redéfinir les raisons, en tout cas pour lesquelles il est projeté aujourd'hui de faire évoluer la réglementation. Je vais commencer d'abord par vous rappeler des définitions qui sont extrêmement importantes en termes de toxicologie. Donc la première définition, c'est la définition du danger. Qu'est-ce qu'un danger? Donc si vous regardez la petite icône sur votre écran, donc sur la gauche, un danger, ça va être une source potentielle de préjudice. Donc par exemple, la simple présence d'un requin en mer constitue un danger. La deuxième notion qu'on va intégrer, ça va être la notion de risque. Donc, un risque, ça va être une probabilité que survienne un danger et qui va entraîner un préjudice. Donc là, dans l'illustration ci-dessous, le fait de nager auprès d'un requin constitue un danger. Mais si on reste au bord de la mer, qu'on ne va pas nager, il n'y aura pas de danger. Donc au final, la notion de risque va prendre en compte cette notion d'exposition à la source de danger. Et donc le risque est l'interaction entre cette exposition et cette source de danger. Donc une fois cette définition rappelée, on va aller un peu plus loin dans ce qui est la caractérisation du danger. Alors l'objectif, ça va être de déterminer si le niveau d'exposition du consommateur à un contaminant donné dans l'aliment est susceptible ou non d'entraîner un problème de santé. Et pour pouvoir répondre à cette question, le principe va être d'établir le niveau d'exposition maximum pour lequel il n'y a pas de risque pour la santé. Donc cette notion d'exposition maximum, elle va prendre deux formes. Elle peut prendre soit la forme d'une DJT, donc c'est une dose journalière tolérable, qui va être établie quand on veut définir une toxicité chronique d'un contaminant donné, c'est-à-dire la quantité d'une substance qu'un individu peut ingérer tous les jours de sa vie sans courir de risque pour sa santé. À l'inverse, quand on est dans le cas d'une toxicité aiguë, on va parler d'un autre indicateur qui est l'ARFD, c'est la dose aiguë de référence, et c'est donc la quantité d'une substance qui peut être ingérée durant un laps de temps court, qui est généralement de quelques heures au maximum une journée, sans que cela ne génère de problèmes de santé pour l'individu. Donc, une fois rappelées ces définitions, on va s'intéresser maintenant aux contaminants qui ont fait l'objet soit de discussions qui sont encore en cours de discussion, soit qui ont été finalisées et votées. Donc, je vais commencer par le déoxynivalénol. Alors, concernant le déoxynivalénol, l'EFSA, qui est l'Autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments, a défini dans son dernier avis que l'exposition des consommateurs était élevée et très proche de la DJT qui est, elle, à 1 microgramme par kilo de poids corporel. Donc, il a été défini que certaines catégories de population pouvaient avoir des habitudes alimentaires conduisant à une exposition pouvant aller au-delà de cette dose journalière tolérable. Donc, il a été décidé de réétudier la réglementation actuellement en vigueur et de la revoir à la baisse pour éviter cette exposition importante, du moins la diminuer, et qu'il n'y ait pas de risque pour la santé de l'ensemble des consommateurs.
Le deuxième point, c'est les toxines T2-HT2. Alors là, la question est différente, puisque les dernières études toxicologiques ont établi une DJT 5 fois plus faible qu'auparavant dans les années 2010. Donc on se retrouve avec une toxine qu'on pensait dangereuse à 1 microgramme par kilo de poids corporel. Et finalement, les dernières études toxicologiques ont établi la DJT à 0,02 microgrammes par kilo. Donc cela a amené l'EFSA à réétudier l'exposition des consommateurs et à définir que finalement, certaines catégories de population pouvaient elles aussi également avoir des habitudes alimentaires qui conduisent à une alimentation pouvant parfois dépasser ou atteindre, être proche de cette DJT. Et c'est ce qui a motivé donc le souhait de faire évoluer la recommandation actuellement en vigueur vers une réglementation. Enfin, le dernier point, les alcaloïdes tropaniques. On est là avec un contaminant qui est extrêmement toxique et plus toxique que le DON et les toxines T2-HT2. Et on ne parle pas de DJT, on va parler d'ARFD, donc on parle de toxicité aiguë. Et là, l'ARFD, elle est de 0,016 microgrammes par kilo de poids corporel. Et donc, c'est une valeur qui peut être atteinte avec des contaminations infimes de datura. Et c'est ce qui a motivé la Commission européenne à établir une réglementation. Donc, voilà, ces projets de réglementation, aujourd'hui, il faut savoir, donc on va en parler d'ici quelques minutes, pour l'instant s'applique à la nutrition humaine, mais il y a également des discussions qui ont lieu pour la nutrition animale. Donc on va en parler d'ici quelques minutes, mais pour aller au-delà des 3 contaminants que je viens de vous décrire, je voulais juste que vous ayez à l'esprit que l'actualité réglementaire sur les contaminants, elle est extrêmement dense. Donc on ne va pas en faire le détail exhaustif aujourd'hui, mais voilà, vous pouvez voir en grisé tous les avis scientifiques qu'a pu produire l'EFSA sur un certain nombre de contaminants sur les 5 dernières années. Donc il y a eu le déoxynivalénol, la zéaralénone, le diacétoxycirpénol, les fumonisines, le cadmium, l'ergot et ses alcaloïdes, et j'en passe, on va tous les citer. Également des études d'exposition des consommateurs à ces différents contaminants. Et donc, s'ensuit après une décision de la Commission européenne en fonction des conclusions de l'EFSA, de soit mettre en place une réglementation, soit de se dire qu'on n'a pas assez de données, qu'il faut poursuivre les recherches, soit de laisser telle quelle la situation, puisque ça ne présenterait pas de risque pour la santé humaine ou animale. Et donc, en termes d'actualité réglementaire, ces derniers mois, on a des actualités très, très denses sur ces derniers mois. Donc, on a eu au 1er janvier 2022 un abaissement pour le cadmium sur certaines cultures, donc ça ne concerne pas le maïs. Qui ne concerne pas le maïs également, donc l'ergot et ses alcaloïdes qui ont aussi revu à la baisse un certain nombre de valeurs au 1er janvier 2022. Et qui concerne le maïs, en bas à droite de la diapositive, vous voyez les alcaloïdes tropaniques avec une réglementation dont on va parler tout de suite, qui sera elle aussi en vigueur au 1er septembre 2022, et des projets également pour le déoxynivalénol et les toxines T2 et HT2. Alors voici le cadre réglementaire en microgrammes par kilo des mycotoxines et des alcaloïdes tropaniques susceptibles d'être présents sur les maïs. Donc on ne va pas tout redétailler, mais vous avez donc sur votre gauche les différentes mycotoxines et en bas donc le datura et ses alcaloïdes en vert. Et après, donc, vous avez plusieurs colonnes, donc les abréviations, à quelle famille de mycotoxines ces contaminants appartiennent, et les textes réglementaires ou les recommandations actuellement en vigueur, que ce soit pour la nutrition humaine au milieu ou nutrition animale sur la droite. Donc, ce qu'il faut retenir en termes d'évolution, c'est qu'il y a un projet d'abaissement de la recommandation actuelle qui est à 200 microgrammes par kilo pour la somme des toxines T2 et HT2 et qui serait, elle, abaissée à 100 microgrammes par kilo pour le 1er juillet 2023. Alors, pour ce contaminant, les discussions sont toujours en cours. Voilà, mais c'est aujourd'hui la valeur vers laquelle la Commission européenne souhaite tendre. Deuxième contaminant,
pour la nutrition humaine toujours, le déoxynivalénol aujourd'hui est réglementé à 1750 microgrammes par kilo et qui fait l'objet aussi d'un souhait d'abaissement à 1250 microgrammes par kilo pour le 1er juillet 2023. Donc pour ces deux contaminants, aujourd'hui, donc les discussions ne sont pas finalisées. Le calendrier prend aussi du retard. Il y a quelques mois, on a annoncé encore une possible mise en application pour la récolte pour le 1er juillet 2022. Ça ne sera finalement pas le cas. Derrière, certainement, probablement des effets Covid qui ont un petit peu décalé les calendriers des discussions. Mais en tout cas, il y a une réelle volonté de la Commission européenne de reprendre les échanges rapidement pour pouvoir avancer sur ces projets d'évolution. Ensuite, si on prend maintenant les dernières lignes du tableau concernant le datura et ses alcaloïdes tropaniques, le règlement donc 2021-1408 du 27 août donc, a été voté. Il modifie le règlement 1881-2006 et donc à partir du 1er septembre 2022, il y aura dorénavant sur les maïs une réglementation de 15 microgrammes par kilo pour la somme atropine plus copolamine, avec une spécificité pour le maïs popcorn à 5 microgrammes par kilo pour la somme des atropines et scopolamine. Donc voilà le paysage réglementaire à ce jour, sachant que pour la nutrition animale, des discussions débutent, mais qu'il est encore trop tôt pour parler d'évolution de la recommandation actuellement en vigueur. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un point sur les toxines de fusarium, le contexte de l'année et les outils dont on dispose pour prévoir et gérer le risque de ces toxines de fusarium. Alors, en guise d'introduction, je vous propose de redétailler un tableau qui récapitule les principaux pathogènes qu'on va retrouver sur nos maïs français et donc leurs conditions optimales de croissance et de toxinogénèse. Donc l'objectif, c'est pas de tout balayer, c'est que je vous les ai classés par gradient de température. Donc la première ligne, c'est les pathogènes qui se développent le plus facilement dans les conditions les plus fraîches. Donc on aura Fusarium graminearum et donc en bas de tableau, les conditions les plus chaudes, donc là, c'est pas un fusarium, c'est Aspergillus, qui lui est susceptible de produire des aflatoxines. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir de ce tableau? C'est que finalement, la nature a horreur du vide, donc c'est quand même naturel d'avoir un certain nombre d'organismes vivants sur nos cultures, mais en fonction des conditions climatiques de l'année, on va favoriser plus certains profils de pathogènes au détriment d'autres qui, eux, seront moins en position de confort pour pouvoir se développer et ou produire des mycotoxines. En complément, avant de vous présenter les résultats, je vous présente un dispositif sur lequel on va s'appuyer pour vous illustrer le contexte de l'année. Donc, c'est une méthodologie d'enquête au champ qui nous a permis cette année de collecter des résultats sur 135 parcelles. Donc, il s'agit de parcelles agriculteurs pour lesquelles on a un questionnaire agronomique dûment rempli par l'agriculteur sur l'ensemble de l'itinéraire technique de la parcelle. Et on a aussi un prélèvement de grains à la récolte qui, lui, fait l'objet d'une analyse de fusariotoxines et d'aflatoxines par LC-MSMS. Donc, ces données, elles n'ont pas la prétention d'être représentatives de la collecte française, mais ça nous permet quand même d'avoir un chiffrage sur les tendances de l'année et d'étudier l'impact des contaminations, des pratiques culturales, sur les contaminations en mycotoxines. Donc maintenant, dans un premier temps, petite diapo d'introduction aussi. Donc si on veut une vision un petit peu générale de ce qu'il a pu se passer cette année, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a donc des champignons qui vont se développer dans des conditions de température et d'humidité un peu différentes. Donc, quand il fait plus doux et frais, humide, ça va être davantage Fusarium graminearum. S'il fait un peu plus chaud, on peut retrouver plus chaud et sec, plus de verticillioides. Et quand les températures sont particulièrement élevées, sous nos latitudes, là, on peut commencer à voir de l'Aspergillus se développer sur les maïs. Donc, c'est relativement commun d'avoir du DON et de l'ASEA. Et donc, cette année, on a eu une hétérogénéité sur le territoire qui a fait qu'on a pu trouver un peu des deux. Voilà, des situations où où le climat n'était pas favorable soit à l'un, soit à l'autre des pathogènes, ou des situations où on pouvait avoir l'un ou l'autre. Par contre, globalement, concernant Aspergillus, les conditions climatiques de l'année n'ont absolument pas été favorables à son installation et à son développement.
Donc, dans un premier temps, on va faire un focus sur le déoxynivalénol. Alors, pour évaluer le risque d'accumulation du déoxynivalénol dans le maïs à la récolte, on peut valoriser notamment cette grille qu'on a construite et diffusée l'année dernière et puis cet automne, pardon. Donc, qui se découpe en deux parties. Donc, sur votre gauche, vous avez les principaux facteurs agronomiques qui vont influer sur les contaminations en donne. Donc, on a la gestion des résidus, qui est classée en deux catégories, suffisante ou insuffisante, la présence d'insectes foreurs, présence-absence, et enfin la date de récolte normale ou tardive. On va croiser ce classement agronomique avec différents critères climatiques. Donc, la séquence climatique, elle se divise en trois étapes. La première, elle est printanière. On va regarder les températures moyennes et évaluer si le climat a été chaud ou plutôt dans les normales à frais. Ensuite, on regarde une deuxième séquence au mois d'août. Et là, on a une segmentation en trois catégories. Est-ce qu'il a fait sec ? Est-ce que l'humidité dans l'environnement de la parcelle était sèche? Est-ce que c'était plutôt normal ou humide? Et enfin, dernière séquence en fin de cycle, uniquement dans le cas où on a eu un mois d'août sec, on regarde si en fin de cycle, les températures étaient plutôt chaudes ou dans les normales ou fraîches. Alors, quand on catégorise les variables climatiques de ce type-là, donc forcément, régionalement, on ne va peut-être pas avoir la même approche et la même notion de ce que veut dire chaud ou froid. Il faut savoir que cet outil a été établi donc, sur la base de données nationales et sur des critères pluriannuels sur une petite vingtaine d'années. Vous voyez en dessous du tableau que cette grille a été construite avec un peu plus de 2000 parcelles d'enquête au champ qui ont été étudiées entre 2003 et 2020. Donc, ce sont des critères nationaux pluriannuels. Et donc, quand on regarde comment s'exprime cette grille, donc, puisqu'on va classer chaque itinéraire et chaque combinaison par classe de risque, du risque A le plus faible au risque E, le risque le plus élevé, on voit bien qu'on a une progression des teneurs moyennes en donne en fonction de la classe de risque et qu'on a aussi une augmentation de la proportion de parcelles qui va dépasser l'actuelle réglementation, donc c'est la ligne rouge, ou la future, le projet aujourd'hui de réglementaire de 1250 microgrammes par kilo. Donc voici pour la traduction opérationnelle de la grille. Et maintenant, si l'on s'intéresse au climat de l'année. Donc on va regarder les séquences climatiques et donc on voit qu'on a eu quand même beaucoup d'hétérogénéité sur le climat. Donc sur une partie du territoire, on a un mois de mars qui a pu être considéré chaud. Sur l'autre partie, on était plutôt dans les conditions normales à fraîches. Et après, pour le mois d'août, on s'est retrouvé majoritairement avec une segmentation entre du mois d'août sec ou normal. Idem, donc pour les conditions de fin de cycle, quand le mois d'août était sec, on a aussi encore une fois eu de la variabilité. Donc, ce qui fait que finalement, voilà, le climat a permis, en tout cas sur un certain nombre de zones, l'expression de Fusarium graminearum. Et c'est vraiment une année qui a été plus favorable à ce pathogène que les 5 dernières années, avec un printemps moins chaud, des pluies estivales sur une partie du territoire. Et donc, une fois que la culture est en place, c'est vraiment les deux points qui vont être déterminants, c'est les conditions climatiques de fin de cycle et la date de récolte. Et donc, si on traduit maintenant avec les résultats de nos 135 parcelles d'enquête au champ sur la récolte 2021, donc que ce soit pour le DON ou la zéaralénol, on retrouve cette hétérogénéité puisqu'on a quand même 80% de nos échantillons qui sont inférieurs à 750 microgrammes par kilo, donc c'est quand même très bon pour le déoxynivalénol. Donc on a une grosse partie de notre échantillonnage qui était de faible teneur en donne. Par contre, on a quand même des valeurs qui ont pu être plus élevées, avec environ 10% des parcelles qui auraient pu excéder le projet de future réglementation ou la réglementation actuelle. Même constat pour la zéaralénone, qui elle aussi est produite par Fusarium graminearum, avec 86% des parcelles qui étaient inférieures à 100 microgrammes par kilo, et quelques contaminations quand même plus importantes qui étaient autour ou au-dessus de
du seuil de 350 microgrammes par kilo. Excusez-moi pour la coquille, c'est marqué 1750, mais c'est bien 350, pardon, il faut regarder le petit bâton en pointillé LMR alimentation humaine, qui lui est bien positionné. Et maintenant, si l'on regarde l'impact du climat et des pratiques agronomiques, donc qu'est-ce qui a vraiment marqué le risque d'ON sur la récolte 2021? Alors, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, finalement, le climat, il était quand même très hétérogène, donc on n'a pas pu le prendre en compte dans l'analyse multicritère. Il y avait trop de séquences climatiques différentes. Mais quand on a intégré l'ensemble des paramètres agronomiques que je vous ai décrits tout à l'heure, on a pu constater que la gestion des résidus avait un impact important et significatif, avec des teneurs qui augmentaient de 50% dans les situations de gestion des résidus insuffisantes. La date de récolte également, puisque les récoltes tardives se sont vues en moyenne avec des teneurs en DON 2 fois plus élevées que les récoltes normales. En revanche, cette année, donc par rapport à la grille, on n'a pas vu d'impact significatif des insectes foreurs. Alors peut-être pour plusieurs raisons. Déjà une pression foreur peut-être moins élevée cette année que les années précédentes. Et puis des conditions de cycle qui ont fait qu'il n'y a pas eu d'impact des contaminations tardives dues à des attaques de foreurs. Et donc, voilà, donc ces chiffres vous sont donnés, toutes choses égales par ailleurs, hein, ce sont des moyennes ajustées issues d'analyses multicritères. Et enfin, pour illustrer donc la date de récolte dont on vient de dire qu'elle a entraîné des teneurs en DON en moyenne 2 fois plus élevées, juste garder à l'esprit que cette année, ça a quand même été un petit peu plus compliqué, puisqu'au 1er novembre, on avait 73% des récoltes récoltées, des surfaces récoltées, alors qu'en 2020, on était à 94%. Donc j'en ai fini pour les fumonisines. Maintenant, on va évoquer pour le DON, pardon, maintenant on va évoquer les fumonisines. Alors, pour évaluer le risque d'accumulation des fumonisines dans les parcelles de maïs à la récolte, nous disposons également d'une grille qui a été, elle aussi, donc, diffusée l'année dernière, qui est basée sur le même principe. Donc, elle regroupe sur votre gauche les principaux facteurs agronomiques d'intérêt et sur votre droite les principales séquences climatiques d'intérêt. Donc, agronomiquement, ce qu'on va regarder, c'est la précocité, l'indice de précocité de la variété. Ensuite, on va regarder la présence d'insectes foreurs et enfin, on va regarder le déficit hydrique. On va combiner ces 3 facteurs avec des séquences climatiques. Donc, on regarde en premier les températures moyennes au mois de juillet. Donc, est-ce qu'il a fait chaud ou plutôt normal à froid? Et ensuite, on va regarder les conditions de fin de cycle avec la même segmentation. Est-ce qu'il a fait chaud ou pas? Donc là, encore une fois, je veux le redire rapidement, ces critères de segmentation, ils sont basés sur une vue nationale des données climatiques sur un recul d'une vingtaine d'années entre 2003 et 2019 pour cette étude fumonisine. Donc, comment elle se décrit cette grille agronomique? Donc, là, vous retrouvez la teneur moyenne en fumonisine par classe de risque agronomique. Donc, vous pouvez observer une progression des teneurs moyennes en fumonisine par classe de risque, mais également une progression de la proportion de parcelles dépassant les 4000 microgrammes par kilo par classe de risque. Et maintenant, si on s'intéresse au climat de l'année, eh bien, on a été dans des conditions au mois de juillet qui sont classées en normal à froid sur la quasi-totalité du territoire, avec malgré tout quelques zones où le climat a pu être chaud. Donc, c'est pour ça que c'est en pointillé pour le mois de juillet. Et par contre, le mois d'octobre, au niveau national, il n'y a pas d'ambiguïté. On est toujours dans les conditions normales à fraîches sur l'ensemble du territoire. Donc, on a eu un été frais et humide qui a pu limiter le développement de Fusarium verticillioides sur la majorité du territoire et des températures de fin de cycle relativement fraîches qui fait que les contaminations en fumonisine ont pu être limitées, en tout cas climatiquement, sur l'ensemble du territoire cette année. Alors, du coup, le résultat des contaminations en fumonisine va être vraiment conditionné par la génétique, donc l'indice de précocité de la variété et la présence de foreurs.
Comment se comporte notre réseau d'enquête au champ? Donc, on constate qu'on a 87% des parcelles qui sont à moins de 1000 microgrammes par kilo sur l'ensemble du dispositif. Et par contre, on constate aussi ponctuellement quelques spots avec des contaminations un peu plus importantes. On a 2% qui dépassent les 4000 microgrammes par kilo et 3% de nos parcelles qui sont entre 2000 et 4000. Voilà, à rappeler encore une fois que c'est ce qui sort du champ, donc c'est une étude épidémiologique quelque part, et ce n'est pas ce qui est le reflet de ce qui est mis sur le marché pour la première transformation. Donc, on va regarder maintenant l'expertise du risque fumonisine qu'on a pu faire cette année. Donc là, on a pu intégrer le climat compte tenu de l'homogénéité par rapport aux critères définis dans la grille fumonisine. Et donc, on a pu pondérer l'impact du climat par rapport à l'impact des pratiques agricoles. Et donc, on a défini que dans cette étude multivariée, que les conditions chaudes on produit en moyenne des teneurs en fumonisine 85 fois plus élevées que les conditions normales à fraîches. Et concernant l'impact des insectes foreurs, la présence des foreurs ont conduit à des teneurs en fumonisine en moyenne 6 fois plus élevées. Enfin, concernant la précocité variétale, les variétés tardives ont conduit à des teneurs en fumonisine en moyenne 10 fois plus élevées. Donc voilà, ce sont des facteurs assez marquants. Donc je pense que ce qu'il faut retenir, et malheureusement on ne le maîtrise pas, c'est le 85 du climat. Au niveau européen, nombreux sont les pays à acter que l'impact du climat était vraiment prépondérant sur les contaminations en fumonisine et que les leviers agronomiques étaient de moindre efficacité. Là, encore une fois, les chiffres le démontrent. Néanmoins, quand on choisit une variété précoce et qu'on maîtrise les insectes foreurs, on a quand même des leviers pour diminuer le risque fumonisine en culture. Donc, j'en ai fini pour les fumonisines et comme en introduction dans la partie réglementaire, on a évoqué le projet d'évolution de la recommandation actuelle des toxines T2, HT2 vers une réglementation. Je voulais vous donner les chiffres donc, de notre dispositif d'enquête au champ de la récolte 2021. Donc, on voit qu'on a la quasi-totalité des parcelles qui est inférieure à 25 microgrammes par kilo. Voilà, c'est un climat qui globalement a été peu propice aux principaux pathogènes qui vont produire ces toxines. Donc, on va retrouver essentiellement Sporotrichoides et Langsetier sur les maïs français. Et donc, voilà, on a une excellente qualité sanitaire vis-à-vis de ces contaminants-là. Et donc, même avec un projet d'abaissement à 100 microgrammes par kilo, on a peut-être ponctuellement quelques parcelles qui peuvent s'en approcher. Mais en tout cas, c'est voilà, un sujet de moindre importance. Même si ce sont des toxines plus dangereuses, elles ont une occurrence sur nos maïs français qui est moins un sujet, en tout cas, que les toxines telles que le déoxynivalénol. Pour conclure sur cette partie, donc je vous ai représenté les grilles agroclimatiques de maîtrise du risque déoxynivalénol et fumonisine. Donc ce sont des travaux que vous pouvez retrouver. Donc il y a des articles perspectives agricoles, il y a eu des articles scientifiques également qui ont été publiés et une lettre ivoire au mois d'octobre qui ont également repris ces grilles pour les expliquer et les utiliser en conditions de fin de cycle. Donc, j'en ai fini sur les toxines de fusarium. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner de faire un focus sur les aflatoxines. Donc, voilà, donc là, on change complètement de pathogène. On n'est plus dans le même genre. Et donc, on est plus au niveau national, enfin, on est complètement, en tout cas, dans la configuration d'une problématique émergente dans un contexte de changement climatique. Alors, en introduction aussi, dans la partie réglementaire, on a parlé de dangerosité. Il faut avoir à l'esprit que les aflatoxines sont des mycotoxines extrêmement plus dangereuses que ne le sont, entre autres, le déoxynivalénol et les fumonisines.
C'est la première toxine à avoir été réglementée, que ce soit au niveau européen ou international. Et ce sont des toxines qui sont considérées comme l'un des plus puissants cancérogènes génotoxiques naturels. Donc, en France, si on parle d'aflatoxine, on va regarder essentiellement 2 espèces d'Aspergillus. La première espèce, c'est Aspergillus flavus, qui produit des aflatoxines B1 et B2. Et occasionnellement, Aspergillus parasiticus, qui lui peut produire des aflatoxines B1, B2, G1 et G2. Un autre point aussi de connaissance à avoir à l'esprit, c'est que la production d'aflatoxine dans le grain, elle est possible dès qu'on est en dessous de 32% d'humidité et dans des conditions de température peu contraignantes. Donc en fait, on va vraiment distinguer 2 phases. La première, c'est les conditions climatiques qui vont permettre aux champignons de se développer dans l'environnement et à un moment donné d'infecter la plante. Donc là, il va falloir des conditions particulièrement chaudes et sèches. Mais ensuite, une fois que le champignon est présent, les conditions de toxinogénèse sont, elles, relativement peu contraignantes. Dans ce contexte de changement climatique, on a un projet qui s'appelle AFLA France, qui étudie l'émergence des aflatoxines en France dans ce contexte de changement climatique. C'est un projet dont Arvalis est partenaire en partenariat avec l'École nationale vétérinaire de Toulouse, avec l'INP de Purpan et l'INRA, l'unité Toxalim. C'est un projet qui est actuellement en cours et qui a pour objectif de suivre l'émergence de l'aflatoxine B1 sur le maïs en France, de caractériser la nature des souches d'Aspergillus présentes et celles responsables d'une contamination, et enfin de mettre en lien les caractéristiques métaboliques des souches, la contamination des maïs par les aflatoxines et les pratiques agricoles du champ au stockage. Donc, on a pu collecter une acquisition de références relativement riche sur les récoltes 2016, 2018, 2019, 2020, qui sont des années climatiquement où le champignon avait été en capacité, s'il était présent, de se développer. Et donc, on a extrapolé les dénombrements d'Aspergillus de la section Flavie. Donc là, on va regrouper entre autres l'Aspergillus flavus et l'Aspergillus parasiticus que je vous ai décrit tout à l'heure. Et donc, vous pouvez voir sur les cartes en bas à droite de 2016, 2018, 2019 et 2020. Donc, plus on part dans le haut rangé, plus les contaminations sont importantes. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le champignon s'est installé sur la majeure partie du territoire. Donc là, on parle juste du champignon. Après, c'est pas parce que le champignon est présent qu'il y a présence d'aflatoxine. Donc là, dans ces études, en fait, la contamination par les aflatoxines était quand même très sporadique. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de statistiques et de cartes avec ces contaminations en aflatoxine et qu'on regarde essentiellement la flore pour bien travailler sur l'émergence de cette flore sur les maïs français. Donc, voilà, pas de danger spécifique par rapport aux aflatoxines, mais une présence d'Aspergillus qui s'intensifie sur le territoire avec des années consécutives relativement chaudes et sèches et qui peuvent, même si en soi il n'y a pas ou peu d'aflatoxines sorties champ, entraîner d'autres problèmes si les conditions de pré-stockage avant séchage ne sont pas maîtrisées ou si les bonnes pratiques de stockage et de conservation ne sont elles aussi pas maîtrisées. Maintenant, si on regarde les résultats de notre enquête au champ sur la récolte 2021, donc vous pouvez voir qu'on était en non détecté sur la quasi-totalité du dispositif. On a eu une petite quantification sur deux échantillons. Donc voilà, on est dans des conditions sanitaires extrêmement satisfaisantes du fait du climat peu propice à Aspergillus sur la récolte 2021. Donc, si on redétaille ce qui s'est passé au niveau national pour une expertise vis-à-vis d'Aspergillus, donc on a eu un printemps relativement
frais, avec de nombreux passages pluvieux. Donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas favoriser le développement du pathogène. On a eu des températures globalement fraîches, on a eu une pluviométrie avec des précipitations qui ont été plus fréquentes, abondantes que la normale sur la majorité du pays, notamment au mois de mai. Et voilà, des conditions dans l'ensemble, des conditions printanières fraîches et humides non favorables à son développement. Ensuite, on regarde une autre phase, donc ça va être la période estivale, qui, elle, est la période où, si pathogène il y a, il est possible de contaminer les maïs pendant la floraison des maïs. Donc là, encore une fois, on a eu un été quand même relativement maussade. On a eu des mois de juillet et d'août qui ont été ponctués par pas mal de refroidissements qui vont impacter le champignon. Donc notez qu'on n'a pas eu d'été aussi frais depuis l'année 2014. Et donc voilà, des conditions globalement fraîches et humides, non favorables au développement et à l'installation d'Aspergillus sur les maïs pour la récolte 2021. Donc j'en ai fini sur la description de la situation 2021 pour Aspergillus. Donc l'impact du préstockage, je l'ai évoqué à plusieurs reprises. On l'a évoqué par rapport à la gestion du risque déoxynivalénol au champ. On l'a aussi évoqué par rapport à la gestion du risque aflatoxine. Un essai qui a été conduit maintenant ça date de l'année 2006 sur un maïs à 35,5 d'humidité. Et donc on a mesuré la teneur en DON en fonction de la durée de préstockage, donc entre 0, donc le jour de la récolte, et 4 jours après la récolte. Donc on constate une nette augmentation des teneurs en DON, même des fumonisines qui étaient présentes que sous forme de traces, puisqu'elles étaient inférieures à la limite de détection de quantification. Bon, on finit par avoir un développement de fumonisine. Et donc idem pour la zéaralénone qui, elle, est restée très faible sur les 3 premiers jours, mais qui a commencé à augmenter au bout de 4 jours. Donc voilà, les conditions de dégradation vont être extrêmement variables en fonction de la teneur en eau du maïs qui va être en tas. Ça va dépendre aussi des conditions climatiques. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il pleut pas? Quelle est la température? Donc voilà, les résultats de cet essai sont une illustration, mais les courbes d'évolution peuvent être extrêmement variables en fonction des conditions environnementales et de la quantité de pathogènes aussi présents dans les grains. Donc voilà, prudence, mais en tout cas, ces résultats vous montrent bien qu'il faut, dans la mesure du possible, garder une durée de préstockage inférieure à 48 heures. Et c'est aussi ce qui est préconisé pour les aflatoxines, où si le champignon est présent même sous forme de traces, et n'a pas produit encore d'aflatoxine au champ, un préstockage un peu long va pouvoir permettre le développement d'aflatoxine pendant cette période, et ce qui va conduire à des lots contaminés, alors que sorti champ, il n'y avait pas de contamination. Voilà, donc j'en ai fini pour ce point préstockage. Dernier mot, donc pour en savoir plus, effectivement, j'ai évoqué le webinaire de 2021 sur le désherbage. Donc on en a eu V1 également sur la qualité sanitaire. Donc je vous invite également à aller retrouver le replay. Je crois aussi que les liens vous seront transmis en ce moment sur le chat. On a des plaquettes techniques, notamment une sur la gestion du datura. Voilà, une multitude de vidéos sur la chaîne YouTube Arvalis. Je vous invite à aller fouiller un peu dedans. Donc il y a bien entendu des éléments sur ce qu'on a discuté aujourd'hui, la qualité sanitaire, la gestion du datura. Vous retrouverez également d'autres thématiques et d'autres cultures qui sont traitées sur cette chaîne YouTube. Il me reste à vous remercier pour votre participation, pour vos questions, et puis je vous laisse les coordonnées donc des deux principales intervenantes de la journée, donc Béatrice Orlando et Aude Carrera. Vous avez toutes les coordonnées si vous voulez poursuivre pour poser les questions un peu plus détaillées. Merci à tous et bonne fin de journée.